Ce que Sam m'a dit, là, je me reconnais à 100% là-dedans. De 93 à 2008, dans les 15 ans que j'ai joué, n'importe quel joueur qui a joué un certain nombre de matchs, là, je peux te dire s'il était gaucher ou droitier, sans aucun doute. Sans aucun doute. Jocelyn Thibault est ancien gardien de la NHL, vice-président hockey et actionnaire pour le Phoenix de Sherbrooke. Moi, je me souviens mes premières années dans la ligue, tu sais, il y avait des joueurs qui fumaient. Fait que, tu voyais les joueurs sortir de la chambre, aller s'allumer des cigarettes dans le corridor. Dans la Ligue nationale, tu sais, ça faisait. Au début, ça faisait drôle, là, ça faisait drôle de voir ça. Qu'est-ce que la NHL t'a permis d'apprendre sur toi? D'être un professionnel. Tu sais, être un professionnel, c'est de te lever à tous les matins puis de donner le meilleur de toi-même à tous les jours. Comment tu décrirais le rôle d'un goaler? Pour jouer la position de gardien de but, ça prend quand même un profil différent, particulier, je devrais dire comme ça. C'est vraiment le backbone là, d'une équipe. T'as-tu un Welcome to the League moment en tête? Mon premier match à la Ligue nationale, on était à Boston, dans le Gardens. Première minute de jeu dans la Ligue nationale de hockey, là, en désavantage numérique à Boston. Écoute, je capotais, là. J'avais Carnelan avant de moi, qui avait le derrière à peu près large comme mon bureau. Puis Raymond Bourque qui descendait des plombs aussi. Puis j'avais l'impression vraiment d'arriver à la guerre. Tu sais, j'avais des missiles qui me passaient sur le bord de la tête. Est-ce que toi, ton style de joueur, tu l'aurais décrit plus comme naturel ou tu l'as vraiment construit? Moi, je te dirais que caractère, détermination, c'est le dernier bout qui est nécessaire à tous les athlètes. Parce qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau où tout le monde a du talent. Tu sais, le hockey a été tellement formateur pour moi. Fait que dans n'importe quoi qui m'arrive, je vais toujours avoir confiance que, OK, on va trouver une solution. Comment c'était Montréal-Québec à ce moment-là, la fameuse rivalité? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, on traverse la ligne de mêlée pour se rendre sur une patinoire de hockey. Parce que oui, aujourd'hui, on marque l'histoire. Le Game On s'en va dans l'expérience hockey. J'ai la chance de recevoir avec moi Jocelyn Thibault, ancien gardien de but des Canadiens de Montréal, des Nordiques, des Chicago Blackhawks, des Sabres de Buffalo, de Pittsburgh. Bref, plusieurs équipes, excellente expérience hockey, beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience entrepreneuriale aussi. Merci d'avoir accepté, Jocelyn, d'être ici sur mon podcast ce matin pour qu'on puisse jaser de ton expérience, mais aussi de plonger dans l'univers du hockey. Je suis très excité pour celle-là, Jocelyn. C'est un plaisir. Ben, merci de me recevoir aujourd'hui à ton podcast, puis très heureux d'être là. Merci, c'est un plaisir. Comme à l'habitude, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Jocelyn, voici ton intro. Jocelyn Thibault est ancien gardien de la NHL, vice-président hockey et actionnaire pour le Phoenix de Sherbrooke. Tu es originaire de Montréal. Tu commences ta carrière à haut niveau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Draveurs de Trois-Rivières. Tu es nommé gardien numéro 1 dans l'équipe quand l'équipe déménage à Sherbrooke pour devenir les Faucons. Dans la même année, tu amènes ton équipe en finale de la LHJMQ. À la fin de ta carrière junior, tu es nommé meilleur gardien au pays. Tu vas aussi remporter le trophée MVP de la LHJMQ, First Team All-Star et All-Rookie Team. C'est en 1993, tu es repêché par les Nordiques de Québec au 10e choix au total. La saison d'après, tu deviens le deuxième gardien âgé de 18 ans à jouer dans la NHL. Tu vas ensuite vivre le déménagement des Nordiques à Denver, qui deviendront l'Avalanche du Colorado. Tu vas ensuite échanger aux Canadiens de Montréal, puis aux Blackhawks de Chicago, avec lesquels tu vas avoir ta première apparition au match des étoiles. En 2005, tu es échangé aux Penguins de Pittsburgh. En 2007, tu signes ton dernier contrat dans la LNH avec les Sabres de Buffalo. Après une carrière de plus de 600 matchs dans la Ligue nationale de hockey, tu prends ta retraite. Arrive 2012, tu ajoutes une équipe en expansion dans la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke. En 2021, tu es nommé directeur général d'Hockey Québec. Aujourd'hui, tu es vice-président hockey au Phoenix, entrepreneur, consultant chez Hockey Québec et papa, Jocelyn Thibault. Bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de t'avoir. J'espère que j'ai rien manqué. J'espère que c'était une bonne introduction. Comment on dit ça? Ça résume bien ta carrière. Mais moi, j'ai envie qu'on retourne au début. C'est quoi ton histoire? Pourquoi tu as commencé le hockey, Jocelyn? J'ai envie de t'entendre. Merci pour l'introduction, c'était parfait. Écoute, moi, évidemment, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Laval.
OK. J'ai grandi à Laval. Je suis arrivé à Laval, j'avais à peu près 4 ans. Et puis, je viens d'une famille de hockey. Un de mes grands-pères, des oncles, tu sais, mon père, tous ces gens-là ont évolué dans le hockey, soit comme joueur, comme officiel, comme entraîneur. Tu sais, les gens dans ma famille étaient impliqués dans le hockey. Puis quand j'ai eu l'âge, évidemment, vers 4-5 ans, d'être inscrit au hockey, ben, mon père m'a inscrit au hockey. Puis aussi, il faut aussi noter ou rappeler que, tu sais, du plus loin souvenir que je peux me souvenir, mon père faisait une patinoire dans la cour à la maison. Fait que je sais que j'ai Sick. vu des vieux vidéos là, que j'étais là, je marchais je commençais à marcher, puis j'avais des patins dans les pieds, là, dans la cour arrière. Bref, j'ai commencé mon hockey à Laval. Et puis, ben, c'est ça. J'ai commencé au niveau des méthodes d'apprentissage, les fameux MAG, là, tu sais, à patiner. Puis, vers l'âge de 7 ans à peu près, à ce moment-là, on commençait à demander aux jeunes d'avoir des gardiens de but. Puis, à chaque semaine, c'était un jeune différent qui gardait les buts. Il y avait un équipement là, que l'entraîneur prêtait là, de semaine en semaine aux différents gardiens de but. Puis moi, bien évidemment, que j'aimais ça. J'avais un de mes oncles qui avait été gardien de but junior majeur avant moi. Puis j'avais une certaine fascination là, pour l'équipement des gardiens de but. Puis c'est ça. Alors, j'ai commencé à garder les buts comme ça. Et puis, ben là, à un moment donné, après un certain temps, j'avais demandé à l'entraîneur, je peux-tu rester dans les buts? Tu sais, je suis obligé de faire une rotation comme tout le monde. Puis l'entraîneur, voyant, je pense, que des joueurs qui étaient plus ou moins intéressés à aller dans les buts, puis que de skipper une rotation, ça faisait de leur affaire, là. Alors, j'ai commencé à être dans les buts plus souvent. Et puis là, à un moment donné, ben là, j'ai commencé évidemment à être 100% dans les buts l'année suivante. Mais c'est ça. Alors, j'ai fait mon hockey mineur à Laval. Euh, J'aimais le hockey, famille de hockey, j'aimais la fascination pour les gardiens de but. Et j'ai fait tout mon hockey euh, mineur là-bas. On avait du bon hockey mineur. D'ailleurs, j'ai fait tout mon hockey mineur avec Martin Saint-Louis, là, entre autres, C'est vrai? l'entraîneur, ouais, l'entraîneur des Canadiens. On a grandi ensemble, on a joué tout notre hockey mineur ensemble. Notre parcours s'est séparé un peu au niveau Midget 3. Moi, j'ai fait le Midget 3 à 15 ans, et Martin l'a fait à 16. C'est ça, jusqu'à Midget 3, j'ai fait du hockey dans la région. Et puis par la suite, tu l'as dit tantôt, j'ai commencé mon stage junior à Trois-Rivières à 16 ans, puis qui m'a emmené vers Sherbrooke par la suite. Mais essentiellement ça, l'amour, tu sais, l'intérêt pour le hockey, pour les gardiens de but, fan du Canadien de Montréal, en grandissant. Fait que moi, j'ai eu, dans les années 80, évidemment, où je suis venu en 1975, le Canadien de Montréal de 75 à 79 avait une dynastie. Là, on se Mhm. souvenait des Ken Dryden, puis Serge Savard, et ainsi de suite. J'étais vivant, mais j'étais trop jeune pour me souvenir de ça. J'ai pas de souvenir de Ken Dryden comme tel, entre autres, ou de ces équipes-là. Début des années 80, le Canadien de Montréal, c'était moyen. Là. Le Canadien a eu un peu un passage à vide un petit peu après les grosses, tu sais, la dynastie de 75-79. Là, la Coupe Stanley en 86, j'avais 11 ans. C'est la première année de Patrick Roy. Puis là, évidemment, que toute mon adolescence, mais Patrick Roy, c'est mon idole. Fait que Patrick a une influence sur moi, ou comme sur bien d'autres jeunes gardiens de but au Québec, là, tu sais, entre 86 et 93, 95, je devrais dire. Alors, bref, c'est ça. C'est un peu ça mon histoire, mais j'ai grandi dans le monde du hockey, puis j'ai toujours, écoute, c'était mon sport, puis j'ai toujours aimé ça. On a fait un peu de baseball là, quand j'étais jeune, beaucoup de sport. Tu sais, je me souviens à l'école, surtout au secondaire, à chaque midi, on jouait au flag football. Moi, Ah, nice. C'était à l'époque de la dynastie des 49ers de San Francisco, Mhm. là, Joe Ouais. Montana, Jerry Rice, et ainsi de suite. Fait que à toutes les midis, j'étais Joe Montana, là, j'étais comme carrière dans la cour d'école en flag football. On était une gang de chums de hockey qui jouait au flag football tous les midis. Fait que, mais beaucoup d'intérêt pour d'autres sports, mais évidemment qu'à un moment donné, je me suis spécialisé Mhm. dans le hockey après un certain temps. Mais c'est ça, c'est un peu ça mon histoire en grandissant. Mhm. Comment tu décrirais le rôle d'un goaler? Tu sais, tu parles là, tu sais, au foot, mettons, le grand capitaine, le big guy, c'est le QB. C'est lui qui va vraiment leader l'équipe. Plus côté offensif, mais pareil, tu sais, c'est le carrière. T'as pas de QB, t'as pas de jeu, t'as pas de ballon qui est lancé.
comment tu décrirais le rôle d'un gardien de but? S'il y a personne que vous qui garde les buts, que moi, je me suis fait dire, en fait, qu'au hockey, les gardiens de but, c'était un personnage. C'est tout ce qu'on me dit. Ouais. Oui, je te dirais que c'est de moins en moins vrai dans le sens que surtout quand j'étais jeune, puis même dans la LNH, tu sais, les gardiens de but, souvent, c'était des weird, là. Mhm. C'était vraiment des personnages à part, c'était des gens un peu out there, mais je te dirais que j'étais relativement normal pour un gardien de but. Puis là, c'est pas moi qui le dis, là, c'est des gens qui disent, ah, ok, il me semble que t'es moins pire que les autres, là. Mais je te dirais que de plus en plus, William, les gardiens de but sont, je vais pas dire de plus en plus normaux, là, mais on voit de moins en moins ça, là, souvent les gardiens de but. Ça reste que pour jouer la position de gardien de but, ça prend quand même un profil différent, particulier, je devrais dire comme ça. Mais tu sais, je me souviens quand j'étais, tu sais, à l'époque, William, les gardiens de but, tu sais, fallait pas que tu leur parles, fallait pas que tu touches à leur stock, fallait pas, tu sais, c'était Mhm. n'importe quoi. Les gens pouvaient se parler. Je veux dire, c'était vraiment weird, là. Souvent, tu avais des méchants personnages qui pouvaient pratiquer cette position-là. C'est de moins en moins vrai. Mais tu as fait une allusion tantôt au carrière. Puis moi, j'ai jamais été carrière pour de vrai dans le football, là, euh, mais je vois beaucoup de parallèles, effectivement, entre la position de gardien de but puis la position de carrière au football, parce que, tu sais, souvent, tu vas dire au hockey, nomme-moi un bon entraîneur-chef dans le hockey, puis je vais te nommer un bon gardien de but qui est avec lui. Puis Mhm. dans le football, c'est pas mal souvent ça aussi, nomme-moi un bon entraîneur-chef, puis je vais avoir un bon carrière qui sera pas loin, là. Fait que je vois beaucoup de ressemblances. C'est un peu je ne veux pas dire un sport individuel, un sport collectif, là, mais c'est un rôle qui est hyper important dans la performance d'une équipe. C'est un rôle névralgique. Puis je le vois au football, tu sais, je regarde beaucoup les matchs de football. Puis, euh, tu sais, si le carrière, il l'a pas, si l'équipe n'est pas là, il n'y a pas de game, tu Mhm. sais. Puis dans le hockey, c'est la même affaire, tu sais, si le gardien de but n'est pas là, mauvaise performance, les chances de gagner d'une équipe sont pratiquement nulles ou très minimes parce que beaucoup de choses qui passent par là. Alors, c'est vraiment le backbone là, d'une équipe et je vois beaucoup de parallèles dans la performance de l'équipe, mais aussi dans la performance d'un athlète, c'est-à-dire gestion des émotions, gestion d'un plan match, d'un système d'un plan, gestion d'un match, leadership, Mhm. confiance, que tu sais, la confiance qu'une équipe a ou a pas dans son gardien de but, c'est important. Au football, je me dis que ça doit être la même chose. C'est une équipe qui a confiance en son carrière euh, versus une équipe tu sais, qui a vraiment pas confiance. J'imagine que ça doit être important aussi. Bref, je vois beaucoup de parallèles dans ces positions-là. C'est pour ça qu'on voit souvent au football, tu sais, ça peut prendre pour certains athlètes plus de temps hein, de bien maîtriser tous les aspects de la Mhm. position. Puis au hockey, c'est la même chose comme gardien de but. Souvent, la maturité d'un gardien de but va arriver un peu plus tard parce que la gestion, bien évidemment, tu as toute la gestion des habiletés, les habiletés individuelles, les habiletés tactiques, mais aussi comme je disais tantôt, la maîtrise des émotions, gestion de match, gestion de son équipe, gestion de plein de choses. Ça prend du temps. Je dis souvent, you gotta grow into it. Il faut que tu Mhm. as un processus. Et puis, ce processus prend du temps. Plus ou moins de temps pour certains individus, mais il y a quand même un processus qui prend un certain temps. Il y a beaucoup de parallèles. Fait que c'est une position au gardien de but au hockey qui est complexe, qui demande une grande gestion des émotions. Euh, Puis c'est pas donné à tout le monde. Mhm. Non, effectivement, ça a une position qui est assez technique puis assez compliquée. Puis tu sais, souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est pas compliqué. Là. Si l'équipe perd, ben, la plupart du temps, où est-ce qu'on va chialer? C'est le goaler, oh, il a laissé Ouais, passer 3 buts à soir. Nan, nan. Fait que, ouais, ouais. ça, c'est les gens qui connaissent peut-être un peu moins le sport aussi, mais c'est sûr que il y a cet aspect-là qui est plus tough. J'ai envie de te ramener dans tes moments à la LGMQ. Dans tes années, est-ce que tu te faisais repêcher comme aujourd'hui, dans ces années-là? Ouais. Même Ouais. chose, même principe, Même ouais, tout affaire. à fait. Comment Oui. toi, tu as vécu ton expérience de te faire repêcher?
Ben, pour moi, c'était une super expérience parce que, écoute, je suis québécois. À l'époque, ben, comme tu l'as dit tantôt, d'entrée de jeu, j'ai été repêché par les Nordiques de Québec. Mhm. Le repêchage était à Québec. Donc, puis ma sélection avait été super bien accueillie par les fans des Nordiques, par les partisans à l'époque. Fait que pour moi, c'était un processus vraiment, vraiment extraordinaire de me faire repêcher à Québec, par Québec. Puis de voir à l'époque la réaction des fans. Puis tu Mhm. sais, ça avait été vraiment un beau processus pour moi. Oui, vraiment. Mhm. Comment que ton parcours junior t'a fait grandir? Ouais, écoute, pour peut-être, je m'avancerais à dire la presque totalité des joueurs. Tu sais, le parcours junior, c'est un parcours super important dans la carrière d'un joueur de hockey Mhm. parce que, tu sais, le 16-20 ans, la période de développement de 16 à 20 ans dans le hockey, c'est une période de développement qui est super importante. Euh, Puis tu sors du hockey mineur, tu sors de l'adolescence, puis là, tu arrives, tu as 16 ans, 16, 17 ans, puis là, tu arrives avec des joueurs plus vieux. Donc, il y a tout le volet social là, Mhm. tu sais, c'est un choc là, quand tu arrives, là, un peu comme un joueur de football, j'imagine, qui sort du secondaire et arrive au cégep. Là, tu sais, c'est un choc là, dans le sens que tu sais, les joueurs ne sont pas rendus à la même place dans leur vie. Euh, et puis, au niveau hockey, c'est un peu ça. Fait que t'as l'aspect social, t'as l'aspect aussi au hockey, comme par exemple pour moi. Moi, j'ai pas fait de sport-études quand j'étais jeune. Tu sais, moi, même Medjo 3, on pratiquait 2 fois par semaine de soir. Là. Oh Fait que mon moi, Dieu. quand je suis arrivé, ouais, fait que quand je suis arrivé junior majeur, c'est la première fois de ma vie que je pratiquais tous les jours. Là. Tu sais, Mhm. on pratiquait en fin d'après-midi, à tous les jours. Fait que pour moi, c'était un apprentissage. Le fait de jouer beaucoup de matchs, à l'époque, on jouait 70 ou 72 matchs. Tu sais, j'avais jamais joué ça de ma vie, là, 72 matchs dans une année, 70 matchs dans une année. Là. Alors, la gestion des entraînements tous les jours, la gestion de jouer beaucoup de matchs, d'être loin de chez vous, de jouer avec une certaine pression, parce que quand tu arrives junior majeur, là, tu sais, les équipes nationales sont là. Quand je suis arrivé junior majeur, en plus, c'est là que tu réalises que tu t'approches du professionnel, tu t'approches de la Ligue nationale. C'est là que Mhm. ton rêve de TQ, là, c'est encore un rêve, tu n'es pas arrivé encore. Mais tu réalises que c'est un peu plus proche, c'est un peu plus, tu peux y toucher presque. Alors, c'est pour ça que je dis que cette période-là de ta vie, junior majeur, écoute, c'est un gros, gros passage là, pour toutes ces raisons-là. Alors, c'est ça. Fait que c'est souvent là qu'un joueur va passer ou passera pas, ou tu sais. Mhm. Alors, les décisions, l'encadrement que tu as, les décisions que tu prends à ce moment-là, sont super importantes pour la suite des choses. C'est névralgique, là. C'est un point tournant dans ta carrière. Mhm. Non, 100%. Tu sais, j'ai l'impression que, comme tu dis, tu sais, vu que quand tu arrives junior majeur, puis le processus au hockey est beaucoup plus jeune que dans d'autres sports, là, Ouais. mais du moins au Québec, ben, tu sais, quand tu arrives dans ces moments-là où est-ce que tu sais, tu joues junior, puis justement, tu vois la prochaine étape arriver, qui arrive peut-être même plus vite qu'on peut le penser, ben, ça te force, comme athlète, de ben, d'accepter de se faire coacher, puis d'essayer aussi de maturer dans l'aspect sportif, dans l'aspect mental, de comme dire, écoute, si je veux vraiment me rendre là parce que c'est faisable de le faire, tu sais, les GMQ, c'est une super de bonne ligue de hockey. Là. Moi, Ouais. je suis un gars du Saguenay. À chaque fois que je monte Ouais. au Saguenay, moi, je vais voir Ouais. les Saguenayens. En Les plus, cette 16. année, en plus, Ouais. cette année, ils ont une bonne équipe, mais tu sais, c'est le fun. Le Phoenix aussi, à la maison aussi, c'est le fun aussi. J'aime ça aller les voir. C'est une bonne ligue de hockey, puis tu sais, les calibres est là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est le fun parce que ça force les gars à devenir, ben, à être sharp. Je trouve ça vraiment, Ouais. vraiment le fun. Toi, c'est à quel moment que tu as su ou que tu t'es comme arrivé au moment où tu te dis, écoute, ben, écoute, j'ai le talent, puis je pourrais me rendre là, dans Ouais. NHL. Ben, c'est une bonne question. Quand je suis arrivé, j'ai joué à 16 ans junior majeur, puis j'ai été à Trois-Rivières, puis j'ai été relativement chanceux parce que je suis arrivé dans une bonne organisation avec une bonne équipe au bon moment. Tu sais, puis j'avais des bons vétérans, puis tu sais, Mhm. j'aurais pu aller ailleurs, puis j'ai des chums qui sont allés ailleurs, puis il n'y avait pas nécessairement l'équipe que j'avais, l'encadrement que j'avais, le coaching que j'avais. Alors,
vers novembre à peu près, euh, j'avais fait partie de l'équipe Québec pour aller au championnat mondial des moins de 17 ans. À ce moment-là, le Québec avait sa propre équipe. Et puis, écoute, on avait un super beau tournoi. On s'est rendu en finale. On avait perdu en finale contre l'Ontario. Mais j'avais eu vraiment, vraiment un super beau tournoi. Et puis, par la suite, ben, c'est un peu là que je me suis mis sur la map de la Ligue nationale de hockey. Il y avait beaucoup de recruteurs à l'NHL qui suivent ce tournoi-là. Championnat du monde des moins de 17 ans. Et puis, quand je suis revenu là, ben, là, les gens parlaient pas mal de moi. Puis, j'avais une belle fin de saison avec Trois-Rivières. Tu sais, j'avais la chance de jouer quand même pour un 16 ans, j'avais la chance de jouer quand même pas mal de matchs. Et puis, donc, c'est ça, là, j'étais une an trop jeune pour être repêché. Mais là, mon nom apparaissait sur la tu sais, liste de players to Mhm. watch. Tu sais, je commençais à apparaître sur la liste des joueurs à surveiller. Et puis là, l'équipe a déménagé à Sherbrooke. Et puis, à 17 ans, j'ai eu une super belle saison, une super bonne équipe, encore une fois. C'était sensiblement la même équipe que j'avais à Trois-Rivières. Tu sais, on avait vraiment une bonne équipe à ce moment-là, là. Et puis, c'est ça, des bons vétérans. Fait qu'on a une belle saison à Trois-Rivières. Puis moi, j'en ai profité. C'est ça, fait que on a eu. Ben, écoute, j'ai remporté plusieurs. Bon, on a fait des belles choses en équipe, quelques honneurs individuels aussi. Fait que là, j'ai été repêché tôt en première ronde par les Nordiques. Fait que c'était un peu ça, là, tu sais. Je te dirais que le déclic a été, à mon avis, le championnat mondial les moins de 17 ans, à mon année 16 ans. Et puis, ben là, ça a continué par la suite. Puis là, c'est à ce moment-là que c'est là que j'ai un agent tu sais, à 16 ans qui m'a approché. Pierre Lacroix, à l'époque, qui était un des gros agents dans le hockey, qui est devenu le directeur général, président des Nordiques et de l'Avalanche, Oh, nice. qui est décédé là, il y a quelques années, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai attiré l'attention du monde du hockey, on va le dire comme ça, qui a mené à mon repêchage. Mhm. Fait que le rêve, ça a toujours d'aller jouer pro. Oui, Ouais. c'est sûr. Ouais. Ben, c'est sûr. Tu sais, je connais pas tant de monde qui, tu sais, de joueurs tu sais, qui font du hockey d'élite comme tel, puis qui jouent en majeur, puis que eux autres, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les joueurs, plusieurs joueurs vont réaliser que, ouais, finalement, ça marchera pas, là. Tu sais, il y a beaucoup de Mhm. joueurs de 19-20 ans, regarde, c'est parfait, je comprends que, tu sais, il va m'en manquer un petit peu, fait que, gars, je vais terminer mon stage, puis je vais m'assurer que, tu sais, je poursuis mes études, puis que tu sais, je veux faire du hockey universitaire, ou whatever, c'est bien correct. Mais ben, la grande majorité des joueurs, ça reste que, tu sais, ils croient. C'est un peu pour Mhm. ça qu'ils jouent au hockey, puis ils croient à ce rêve-là, c'est sûr, là. Dans la mesure où tu veux y croire le plus longtemps Non, possible. 100%. 100%. Fait que, est-ce que toi, ton style de joueur, tu l'aurais décrit plus comme naturel ou tu l'as vraiment construit pour arriver jusque-là? Mais moi, je pense que ça a été naturel jusqu'à un certain niveau. Puis après ça, le talent, tu sais, le talent t'amène jusqu'à un endroit. Mhm. Puis là, c'est différent d'un individu à l'autre, là. Euh, puis le talent t'amène jusqu'à une place. Mais après ça, après ça, c'est autre chose qui takes over, là. Tu sais, c'est pour moi, parce qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau où ce que tout le monde en a du talent. Tu sais, à un Ouais, moment c'est ça. donné, puis là, la différence, des fois, c'est une question de timing. Des fois, il y a des joueurs, tu Mhm. sais, dans n'importe quel sport, qui arrivent à un endroit, puis c'est une question de timing, le talent t'amène à un endroit, mais après ça, c'est du will, c'est du travail, c'est de la détermination. Moi, je te dirais que caractère, détermination, c'est le dernier bout qui est nécessaire à tous les athlètes Mhm. qui veulent faire du sport, que ce soit professionnel ou sur des équipes nationales. Là, tu sais, c'est détermination, caractère, c'est le dernier bout qui malheureusement va manquer pour certains athlètes qui sont pas capables d'aller jusqu'au bout de leur potentiel. À un moment donné, ça devient vraiment, vraiment dur. Euh, et puis, c'est là qu'il faut aller puiser dans le fond de toi-même pour réussir le dernier bout, là. Mhm. Ouais. Tu sais, ça me fait penser, je lisais un livre d'un psychologue sportif, puis dans le livre, il parlait justement d'une caractéristique que les meilleurs joueurs au monde avaient tous. Il disait que une fois que tu as pris la première action de dire, OK, moi, je veux aller jouer professionnel ou je veux atteindre cet objectif-là, c'est always forward, never backward.
Puis il disait Ouais, de jamais avoir une pensée que tu n'arriveras pas à tes objectifs. Il dit, faut exact. jamais que ce soit une possibilité d'avoir ça dans la tête. Fait que Ouais, ça me fait penser à ça quand tu me dis ça. Je trouve ça le ouais. fun parce que pour l'avoir vécu, tu as une longue carrière. Fait que je pense que c'est le fun de voir que oui, il y a le talent, mais à un moment donné aussi, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. T'sais. Puis moi, j'avais eu des athlètes de la CFL qui m'avaient dit ça, mais tu sais, oui, il y a le talent, mais après ça, quand tu arrives dans des moments cruciaux, quand tu joues professionnel, ben, les gars remarquaient qu'à un moment donné, c'était qui avait le mental le plus fort pour vraiment atteindre les objectifs. Parce qu'à un moment donné, c'était devenu une game mentale plus que de talent, parce que tu l'as dit, tout le monde est bon à ce niveau-là. Si tu es Ouais. là, c'est pour une raison. Tu sais. Ben, moi, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens d'affirmer. Euh, le caractère, la force mentale, le will, vraiment, la volonté d'un athlète à un moment donné, va faire la différence. Mhm. Euh, et puis, parce que, tu sais, c'est souvent le principe d'entonnoir, là, tu sais, puis l'entonnoir, plus que tu montes dans n'importe quel sport, l'entonnoir se rétrécit. Et puis, ceux qui passent, ben, c'est ceux, à mon avis, j'en suis profondément convaincu, c'est ceux qui ont la capacité, qui ont le plus qui ont le plus de détermination. Au Mhm. final, c'est ça. Parce que c'est- euh, euh, la seule, si tu crois pas en toi, si tu as des, puis d'avoir des doutes, c'est correct, c'est normal d'avoir des doutes, puis si tu n'en as pas, à la limite, c'est pas normal, mais si tu n'as pas une profonde conviction en toi, euh, personne d'autre peut l'avoir à ta place. Tu sais, je veux dire, moi, je le dis souvent quand je coachais, tu sais, j'avais des athlètes ou des gardiens de but ou des joueurs, tu sais, ou des joueuses, puis à un moment donné, tu sais que ça va passer ou ça va casser, puis tu peux juste compter sur toi, là. C'est ta Mhm. performance qui va dicter ton avenir, là, tu sais, puis si t'es pas profondément si t'as pas de plan, si t'es pas profondément convaincu que ta préparation, puis que la performance que tu vas livrer va être la bonne, mais il n'y a personne qui va le faire pour toi, là. Fait que, tu sais, cette détermination-là, cette confiance en toi, euh, de regarder en avant, puis d'avoir une confiance incroyable en tes moyens, c'est fondamental. Si t'as pas ça, ça va être difficile. Mhm. En 1993, tu es repêché au 10e choix total par les Nordiques, comme tu as cité tantôt. Comment qu'on se prépare pour la NHL? Ben, tu te prépares avec des gens qui vont t'aider, évidemment, tu Mhm. sais, des consultants, soit en préparation physique, en préparation mentale, des entraîneurs, évidemment. Euh, mais tu sais, il n'y a rien comme de le vivre. Tu sais, je veux dire, je veux dire, tu peux préparer pour n'importe quel événement, n'importe quel Olympique, Mhm. n'importe, tu sais, mais il n'y a rien comme de le vivre, tu sais, puis de passer à travers le processus. Fait que tu te prépares. Puis là, après ça, bien évidemment que une fois que tu as vu c'est quoi, ben là, après ça, tu t'ajustes, puis tu dis, OK, ça va bien, parfait, je continue, ou ça, et, boy, je te pense, c'est pas ça pantoute, là, tu sais, je l'ai manqué. Alors, bref, c'est ça. Tu travailles avec des gens qui vont t'aider, qui vont te mettre dans les meilleures conditions Mhm. possibles, idéalement qui l'ont vécu avant toi. Tu mets les chances de ton côté. Mhm. T'as-tu un Welcome to the League moment en tête pour nous? Ouais, ouais, quelques-uns. Ben écoute, mon premier camp avec les Nordiques, je me souviens, la première journée du camp, c'était un camp, c'était le scrimmage, tu sais, c'était des matchs Uh-huh. intra-équipe. Et puis, je me souviens, une des premières séquences dans le match, là, on était à Clermont, à Charlevoix, dans une petite aréna. Puis là, tu sais, je rentre, tu sais, je veux dire, en début de match, il y a un joueur, je sais pas si ça dit quelque chose, un gars comme Scott Young, il avait, tu sais, c'est un vétéran de plusieurs saisons dans le national de hockey. Euh, puis, tu sais, il y avait vraiment, c'était un gars qui était très, très rapide. Il avait un super beau lancer. Fait que, à un moment donné, le game commence, tu sais, puis, tu sais, il rentre, lui, c'est un droitier. Fait qu'il rentre à ma gauche, il rentre à l'aile droite. Puis, tu sais, top circle, il laisse aller un plomb, puis il score, tu sais. Fait que là, sérieusement, j'avais jamais affronté un lancier aussi vif, rapide et fort que ça dans ma carrière à date, là. Fait que là, j'ai dit, oh boy, OK, j'ai besoin de stepper up, là, parce que sinon, le camp va être long, là. Alors, tu sais, en partant, tu voyais que ça m'avait
figé. C'est tabarnouche, OK, on est ailleurs au niveau des lancers ici. Mais je te dirais que tu sais, mon premier match à la Ligue nationale, tu l'as dit tantôt, Welcome to the League, là, tu sais, euh, c'était le deuxième match de l'année. J'étais comme gardien substitut à Stéphane Fiset à l'époque. Il avait 18 ans. Puis la première game, c'est pas moi qui avais gaulé. La deuxième, on était à Boston, dans le vieux Garden, qui était vraiment une petite aréna, là. C'était gros comme le Mont-Saint-Anne, à peu près, l'aréna, là. Oh mon Dieu, OK. Et puis la surface glacée, là. Et puis on perd, je pense que c'est 3-0 après la première période. Et puis Pierre Pagé, à l'époque, l'entraîneur, il rentre dans la chambre, il dit, Justin, OK, c'est toi qui commence la deuxième période. On était à Boston, dans le Gardens. Et puis, on commence le début de la deuxième période. On venait, tu sais, d'avoir une punition en fin de première période. Fait qu'on commence en désavantage numérique. Et puis, à ce moment-là, ben, je sais pas si pour les plus jeunes, si ça vous dit quelque chose, mais tu sais, sur le power play de Boston, tu avais Raymond Bourque et puis Don Sweeney qui est maintenant le DG des Bruins de Boston, qui étaient deux des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Tu avais Cam Neely, tu avais Craig Janney et Adam Oates, qui étaient probablement un des meilleurs power play de la Ligue nationale à ce moment-là. Tu avais Cam Neely qui mesurait 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui pesait à peu près 240 livres, Oh my qui se God. plaçait à l'avant du but, puis qui ne bougeait pas. Tu avais Raymond Bourque qui lançait des plombs de la ligne bleue. Euh, puis encore une fois, tu sais, la patinoire était vraiment, 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 vraiment petite. Fait que bon, la première minute de jeu dans la Ligue nationale de hockey, là, en désavantage numérique à Boston, écoute, je capotais. Là. J'avais Cam Neely en avant de moi, qui avait le derrière à peu près large comme mon bureau. Puis Raymond Bourg qui descendait des plombs aussi. Puis j'avais l'impression vraiment d'arriver à la guerre. Là. Tu sais, j'avais des missiles qui me passaient sur le bord de la tête. Et puis, je me disais, boy, OK, c'est une autre affaire. Là. Finalement, tout était, tu sais, ça s'était placé, c'était rentré dans l'autre. On avait perdu 4-5-1, mais j'avais joué un relativement bon match, puis les choses avaient settled down, mais ben, c'est ça. Fait que mes premiers moments dans la ligue, c'est que, bon, OK, tu réalises que c'est Welcome to the League, que tu es à un niveau qui n'a rien à voir avec le junior Mhm, majeur. Euh, cependant, Cependant, le jeu est plus clean. Tu sais, les joueurs sont meilleurs, l'exécution est meilleure. Tu sais, un peu comme au football, plus que mhm. tu montes dans le football, les receveurs échappent moins de passes, les carrières sont plus précis. Fait que au niveau professionnel, c'est un peu la même chose. Tu sais, les joueurs sont meilleurs, sont plus intelligents, sont meilleure exécution. Mais ouais, fait que c'est un peu ça. Welcome to the League à 18 ans. Là, ma première période à Boston, là, ça avait été quelque chose de, de- de marquant. Ah, c'est sûr. Folle histoire, man. Sérieusement, c'est fou à quel point. Moi, je suis un peu trop jeune. Ben, je suis un peu trop jeune. Je suis vraiment trop jeune pour tu sais, les connaître, ces gens-là. Tu sais, je les ai probablement déjà vus dans NHL. Genre, quand je Ouais, c'est jouais, ça. quand je gamais, mais c'est vraiment hot. Je suis curieux de. Tu sais, tu me parles. Tu sais, le jeu était beaucoup plus clean quand tu arrives dans NHL, tout ça. Puis, tu sais, dans ces années-là, on parle des années 90. Mais tu sais, c'était, mettons, avec l'expérience que tu as gagnée avec le hockey, comment que tu décrirais, mettons, l'avancement du sport? Comment que le hockey a évolué, en fait? Ben, les joueurs sont, comme je te dirais, probablement dans n'importe quel sport, les joueurs c'est des meilleurs athlètes. Sont plus, de façon générale, sont plus rapides, ils ont des Mhm, meilleures habiletés. Euh, les, euh, les, à l'époque, les grands et gros joueurs, c'était pas nécessairement les plus habiles, on va le dire comme ça. Maintenant, c'est plein de grands et gros joueurs qui sont super, super habiles. Fait que, tu mhm. sais, c'est un peu ça, les habiletés des joueurs, la rapidité, à mon avis, c'est grandement augmenté depuis ces époques-là. Là. Mhm. C'est qui le meilleur joueur avec qui tu as eu la chance de jouer ou ben, que tu as peut-être joué contre? Ouais. Ben, écoute, les meilleurs joueurs avec lesquels j'ai eu la chance de jouer, il y en a eu plusieurs, tu sais. J'ai joué avec Joe Sakic, Peter Mhm, Forsberg, entre autres. Tu sais, Pierre Turgeon, Vincent D'Anfous, écoute, Tony Amonte à Chicago, Alexis Jamnov, Doug Gilmour, c'est après ça, Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Le Temps, j'ai joué avec, tu sais, j'ai eu la chance de jouer des super bons joueurs. Puis, ben, contre, tu sais, c'est sûr que tu sais, prends tous les noms de 93 à 2008, là, j'ai tout joué contre eux autres, là, tu sais.
Et Lemieux, Gretzky, Laguerre, bref, Yzerman, je les ai tous connus, là. Alors, c'est ça, fait que tu sais, écoute, il y a tellement eu des bons joueurs pendant ces 15 ans-là que, tu sais, je pourrais en nommer plusieurs, mais c'est ça, c'est la meilleure ligue au monde, puis les joueurs étaient tous là, fait que, Mhm. hmm, Non, exact. C'est la meilleure ligue au monde, la meilleure façon ouais, de le décrire. C'est quoi exact. un des moments les plus difficiles pour toi? C'est, c'était quoi? Comment tu l'as vécu, ce moment difficile-là? Ben, un moment difficile, tu sais, dans une carrière, on en a plusieurs. Je dirais qu'un des moments difficiles que j'ai connu, c'est pendant ma première année à Pittsburgh, tu sais, j'ai été mis au balotage. J'avais eu plusieurs opérations hanches, tout ça. Puis là, on avait eu une année de lockout en 2004-2005. Puis là, Chicago m'avait pas signé à ce moment-là, justement, parce que que je commençais à avoir plein de problématiques au niveau de mes hanches. Puis j'avais signé à Pittsburgh. Puis finalement, j'avais pas un super bon début de saison. Puis l'équipe non plus. Puis après un certain temps, l'équipe m'avait mis au balotage. Puis tu sais, je pensais, à un moment donné, je pensais jamais dans ma carrière que j'allais passer par le balotage. Puis j'avais pas été réclamé, mais j'avais quand même resté à Pittsburgh. Puis finalement, après ça, j'avais été réopéré plus tard cette année-là, une hanche. Puis là, ma deuxième année à Pittsburgh, j'avais eu une super belle saison. J'avais eu une rebound year, quand même Mhm. super bonne. Mais, tu sais, le passage au balotage à Pittsburgh, là, j'avais trouvé ça difficile. Mhm. C'est quoi exactement le balotage? Ben, c'est un waiver dans le sens que tu Mhm. sais, t'es sur. L'équipe te met au balotage sur un waiver pendant 24 ou 48 heures, Mhm. dépendamment. Puis là, les équipes peuvent te réclamer euh, pendant cette période-là. Puis à Ouais. ce moment-là, je n'avais pas été réclamé. Fait que c'est ça. C'est comme si dans la NFL, mettons, des joueurs, tu sais, c'est sûr, une équipe il met un joueur au balotage, puis pendant Mhm. 24-48 heures, une autre équipe peut le claimer, là, peut le réclamer. Puis c'est un peu le principe, là. C'est un peu comme abandonné par ton équipe. C'est un peu ça Mhm. l'idée, là. Non, non, ça c'est sûr, mais c'est fou pareil, tout ce que. Ben, tu sais, dans une carrière professionnelle de joueur, t'auras pas le choix à un moment donné de faire face un peu au côté, tu sais, comme le business side du sport. Ouais, Tu sais, j'ai l'impression, puis c'est. J'ai l'impression que c'est le truc que les joueurs sont le moins au courant, ou du moins qu'ils s'attendent le moins à vivre, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, comme toi, tu l'as vécu, ça a été un moment difficile. Ben aussi les blessures aussi, tu sais, faut pas c'est oublier ça, sûr. là, mais. C'est sûr. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, dans le fond, une carrière, c'est ça. Ben, une carrière, pas juste dans le sport, en affaires aussi, là. C'est pas juste des beaux coups puis des belles affaires, là. Mhm, Mais l'idée, c'est de croire en toi. Puis, dans les moments où effectivement, tu frappes un peu plus le fond, tu sais, c'est de continuer à croire en toi. Puis, c'est pas nécessairement d'avoir la vie en rose, puis de dire que non, regarde, tu sais, si tu commences à dire que non, c'est pas moi le problème, et puis, tu sais, c'est la faute de tout le monde, là, c'est sûr que là, tu t'en vas dans une spirale qui, à mon avis, pas bonne. Ça va être difficile de s'en sortir, mais d'être réaliste, d'adresser les choses qu'il faut que tu adresses, et d'améliorer les choses, d'être capable de s'auto-évaluer. Je pense que ça, c'est un élément qui est super important. Mais continuer à croire en toi, c'est paradoxal, là, mais il mhm, faut que tu sois vraiment capable de te connaître, de prendre une photo de toi, de voir qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu dois améliorer, puis croire en toi, puis apporter les ajustements que tu dois apporter. Essentiellement, c'est facile à dire, mais plus facile à faire, mais c'est ça l'idée, là. mhm. Comment tu vois l'adversité? Ben, l'adversité, à mon avis, est essentielle dans la construction d'un athlète, puis dans la vie, là, je veux dire. Mhm, Puis ça, c'est un élément qui m'inquiète beaucoup. De plus en plus, on voit des parents protéger leurs enfants de l'adversité. Puis là, on s'entend, là, quand on parle de protéger les enfants, c'est pas des laisser dans les mains de prédateurs. On s'entend, là, ou de laisser dans les mains de coachs qui vont crier après leurs jeunes, c'est pas ça, là, mais on voit de plus en plus de parents euh, choisir tenter de mettre leurs enfants dans des situations où ils ne vivront pas d'adversité. Puis, à mon avis, c'est inévitable que pour un athlète, un jeune, de ne pas vivre d'adversité, ça va devenir tôt ou tard un handicap non seulement important, mais ça va devenir. Tu vas avoir un handicap toute ta carrière.
Mhm. Si tu n'as pas d'adversité, si tu jamais connu d'adversité dans ton domaine, que ce soit en affaires ou comme athlète, il va toujours te manquer des outils dans ton coffre. À mon avis, je suis convaincu de ça. Fait que l'adversité, c'est le moment où tu te regroupes, ou ce que tu veux dire, si tu regroupes et tu peux au fond de toi-même, tu vas t'auto-évaluer, tu vas chercher de l'aide, tu vas consulter, quand je dis consulter, tu vas peut-être aller chez les gens qui vont t'accompagner, dire, hey, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi que. Euh, Puis c'est là que tu vas gratter, tu vas dig deep, comme on dit en termes de sport, puis tu vas aller chercher, tu vas avancer, toi, comme athlète. Mhm. Où tu vas vraiment aller gratter au fond de toi-même, puis tu vas aller plus loin. Puis si tu n'as pas ça, si tu t'es pas forcé à aller, aller plus loin dans le fond de toi, tu vas avoir un handicap. Tu vas avoir un handicap. Fait que on ne souhaite pas ça de l'avoir. Je veux dire, hey, moi, je veux de l'adversité, là, tu sais, mais ça arrive. Euh, il faut que tu l'embraces, il faut vraiment que tu la regardes devant. Tu dis, regarde, parfait, super, OK, voici la situation dans laquelle je suis confronté. Euh, tu sais, c'est comme tu arrives à un mur. L'idée, c'est de passer, trouver une façon de le contourner. Mhm. C'est ça l'adversité. C'est par-dessus, à gauche, à droite, comment je fais, comment je fais pour contourner le mur qui est devant moi. Puis ça, c'est la façon que tu avances. Si Exact. tu n'en vis pas, tôt ou tard dans ta carrière, ben, en fait, c'est impossible. C'est sûr que tu vas en vivre. Fait que c'est une façon de contourner le mur qui est en avant de toi, puis ça, faut que tu le trouves. Fait que Mhm. c'est ça. Fait que si tu dis, tu acceptes le fait que tu as un mur en avant de toi, puis regarde, j'ai pogné mon mur, puis c'est ça, moi, je lâche. Euh, c'est ça. Ça va s'arrêter là. Mais c'est de trouver les outils qui te manquent, puis d'aller chercher le bout qui te manque pour passer par-dessus ces étapes-là. Puis, c'est en affaire, c'est la même chose. Je veux dire, c'est comme ça que tu vas être meilleur puis que tu vas avancer dans ton processus. Mhm. C'est comment réagir à ces moments-là. Tu sais que tu as envie, maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour retourner ça à ton avantage ou grandir de ces expériences-là. Ouais. Si je peux Ben, c'est parler. regarder, c'est ça, c'est de regarder de cette face. C'est de dire, regarde, Mhm. OK, ben, voici la situation dans laquelle je suis. Euh, Maintenant, go. OK, on regarde les choses de face. Mhm. Voici ce que je dois faire. Voici les ajustements que je dois apporter. Voici le processus que je dois apporter. J'y crois. Écoute, peut-être que j'y arriverai pas, mais encore une fois, tu l'as dit tantôt, c'est de croire en toi, d'aborder le processus de face, de front, avec toute la confiance du monde, mais, tu sais, de ne pas te laisser euh, arrêter. Mhm. Pour ça, moi, fait que, tu sais, le hockey a été tellement formateur pour moi. Fait que dans n'importe quoi qui m'arrive, tu sais, j'ai toujours gardé, je vais toujours avoir confiance que, OK, on va trouver une solution. On va Mhm. trouver une solution. Tu sais, que ce soit en entreprise, des fois, tu as des enjeux de financement, des fois, tu as des enjeux ici, de ça. OK, parfait, on a de l'université, c'est pas facile, ça va être tough. Mais OK, parfait, on se calme. Tu sais, settle down. Souvent, j'ai comme, à cause de ma carrière de hockey puis de mon rôle de gardien de but, quand que le feu est pris, là, souvent, je vais être la personne qui va dire, OK, on se calme tout le monde, là. Mhm. On va trouver une solution. Tu sais, settle down, on se calme, on prend un grand respect. Fait que je suis comme ça, tu sais, souvent, tu sais, au golf, souvent quand j'aime ça jouer au golf, puis, tu sais, souvent quand les choses vont moins bien, ou c'est tout ça, ou tu sais, une fois, il y a des petites compétitions, ces choses-là, puis souvent, les gens, bon, là, je me calme. Là, je prends un bon respect. Puis là, souvent, les gens vont dire, bon, OK, tu tombes en mode goaler. Là, tu sais, tu tombes en mode. Fait que c'est un peu ça, tu sais. OK, parfait. On se calme. Tu sais, on prend pas de recul. Puis en affaires, c'est la même chose. Souvent, quand on est arrivé à des situations difficiles, des enjeux vraiment, là, vraiment difficiles, où il y avait des gros enjeux, souvent, je vais être la personne qui va, OK, parfait, regroup, là. Mhm. On se calme. Parfait. On va trouver une solution. Euh, tu sais, step back. Puis, en gros, c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a la situation de face, puis tu trouves des solutions. C'est Exact. ça qu'il faut que tu fasses. Exact. Il y a une solution à tout. Mais c'est hâte de voir comment que le sport te fait grandir en tant qu'individu. Tu sais, si tu enlèves tout ce qu'il y a autour, là, la NHL, whatever, juste le sport, qu'est-ce qui t'a permis de devenir, de grandir en tant que Ouais. personne, je trouve ça vraiment hot. Parce que
sais, moi, de mon côté, c'est un peu ça. J'ai joué collégial, mais juste le fait d'avoir joué collégial Division 1, j'ai eu beaucoup d'adversité, j'ai frappé un mur. Le fait d'avoir tout vécu ça, ça m'a permis de me forger et de devenir la personne que je suis aujourd'hui, la personne que je Ouais, deviens. Fait que c'est beau de voir que, ben, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, ben, tu le reconnais que avec qu'est-ce que tu as vécu, l'adversité que tu as eue, mais aujourd'hui, tu es comme non, man. Genre, il n'y a rien qui peut m'arrêter, puis on va juste. C'est quoi la prochaine solution? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est. exact. Sérieusement, c'est. C'est vraiment hot. La rivalité Montréal-Québec. Moi, je me suis fait dire que. En fait, mes parents ils me disaient ça. Ils me disaient ça, Will, Montréal-Québec, dans les parties de Noël, fallait pas que t'en parles. Parce que si tu veux scraper un party, c'était sûr. Puis encore pire si ils jouaient à Noël. Tu sais, durant la fameuse classique Montréal-Québec. C'était comment? T'as-tu des histoires de comment c'était Montréal-Québec à ce moment-là, la fameuse rivalité? Ben oui, ben, comme joueur, je l'ai vécu 2 ans. Mes 2 premières années à Québec. C'était d'ailleurs les 2 dernières années des Nordiques parce que l'équipe a déménagé vers le Colorado par la suite. Fait que, tu sais, c'était vraiment. Il n'est pas arrivé de bataille particulière, il n'est pas arrivé de guerre, il n'est pas arrivé de. Mais on le sentait vraiment comme joueur. Même pour les Québécois, c'était vraiment spécial de jouer contre le Canadien à ce moment-là. Surtout que moi, j'étais un fan du Canadien Mhm. quand j'ai grandi. Mais on le sentait même pour les joueurs de l'extérieur, que ce soit les joueurs tu sais, des Américains, les joueurs d'ailleurs, du Canada, des Européens. Ils sentaient que ces affrontements-là étaient spéciaux. Mais si on revient à ce que tes parents disaient, tu sais, je me souviens que quand j'étais jeune, moi, un des premiers matchs que mon père m'avait amené voir au Canadien de Montréal, c'était le fameux match, les 2 batailles générales du Vendredi Saint en 82, Oh my où il y avait God. eu, ça avait été incroyable. Fait que, tu sais, l'histoire des matchs canadiens nordiques est pleine tu sais, écoute, de situations, il y a eu des batailles, il y a eu des. Écoute, il y avait même les journalistes de Montréal, tu sais, ils étaient en chicane avec les journalistes de Québec et vice-versa. Les journalistes ne se parlaient pas, là, tu sais. Il y Hey! avait aussi la bière. Tu sais, à ce moment-là, Molson était bien évidemment propriétaire du Canadien et la bière Molson et puis O'Keeffe, une ancienne bière ben, qui était la brasserie O'Keeffe, qui était propriétaire des Nordiques, ou en tout cas impliquée dans les Nordiques. Ben, les gens, les partisans du Canadien, ils buvaient de la bière Molson, puis les partisans nordiques, ils buvaient de la bière O'Keeffe, là, tu sais. Plus tard, plus tard, les deux ont fusionné. Là. Molson a acheté O'Keeffe. En tout cas, les deux sont devenus Molson O'Keeffe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment un fossé. Là. Il y avait vraiment une clôture entre les Montréal et Québec. Autant au niveau de tu sais, la sélection des joueurs. Tu sais, je me souviens que M. Savard, Serge Savard, l'ancien DG, disait le Canadien de Montréal, tu sais, on voulait tellement pas que perdre un bon Québécois au profit des Nordiques. Puis les Nordiques m'ont offert, tu sais, s'il y avait un bon Québécois Mhm. qui sortait des rangs juniors, ben, tu sais, les Nordiques faisaient tout pour pas qu'il joue pour le Canadien de Montréal. Fait que, en même temps, ça aidait les Québécois là, à ce moment-là. Mais, ouais, fait que c'était vraiment, c'est ça, c'était ancré, cette rivalité-là était vraiment ancrée dans la culture au Québec. Et écoute, c'était. on- quand les gens n'ont pas connu ça, je ne suis pas convaincu qu'on va revivre ça non plus, pour plein de raisons, mais c'était vraiment spécial, cette rivalité-là à l'époque. Mhm. Vraiment. Ah, j'en Tu sais, je suis. veux dire, un soir, mettons, t'as un vendredi soir, un mardi soir, un samedi soir, un match canadien-nordique. Puis à ce moment-là, les matchs n'étaient pas à la TV. Puis à cette heure, tu es en streaming. Puis tous les 82 matchs canadiens ont la TV. Mais à ce moment-là, c'était pas ça. Mais un match canadien-nordique, je pense qu'il n'y avait pas personne au Québec qui ne s'assoyait pas devant sa TV ce soir-là Ah, pour regarder le match. Ça. C'était, c'est sûr. c'était impossible. Ah, ça, c'est sûr. Ça devait être. Ben, c'était l'activité du moment quand Ouais, ça jouait, là. ouais. C'est hot, Mais tu sais, man. c'est un peu. Tu sais, je sais pas si tu as suivi ça l'année passée, mais tu sais, les quatre nations, tu sais, Ouais. le Ah, ça, tournoi des c'était quatre fou, man. nations, ben c'est ça, tu sais. Là, évidemment, que tout le contexte de la guerre Mhm. commerciale, Trump, tu sais, je veux dire, là, ce match-là avait une saveur politique. En tout cas, ces matchs-là avaient Un une peu, saveur ouais. politique, mais je ne te dis pas que c'était ça à tous les matchs contre les Nordiques, mais
ça reste qu'il y avait quand même une émotion palpable Mhm, à chaque match. mhm. C'est un peu ça. Ah, c'est sûr, les Nordiques, excuse-moi, les Four Nations l'année passée, c'était quand même vraiment hot pour avoir écouté tous les matchs. Oui, Mais j'ai hâte de voir avec les Jeux Olympiques. Là. oui, Ça va être intéressant aussi, là, surtout qu'en ce moment, ben, les deux équipes sont vraiment bonnes. Mais oui. Sauf qu'ils ne peuvent pas se battre. Fait que ça reste à exact, voir, c'est mais ça, ça, exact. C'est ça. ça serait une bonne finale Canada-États-Unis, ça c'est sûr. Ah, effectivement, effectivement. Euh, c'est quoi que ça prend pour être un bon goaler? Ben, tu sais, on en a parlé beaucoup tantôt, évidemment, le développement des habiletés. Tu sais, il y a quatre axes, là. Tu sais, tu as l'aspect mental, tu as l'aspect physique, physiologique, tu as l'aspect des habiletés. Puis tu as aussi l'aspect tactique. Là. C'est, je te dis, les quatre piliers du développement d'un athlète ou d'un gardien de but de façon générale. Mais je te dirais que tu sais, je pourrais aller vers l'aspect physique. Tu sais, maintenant, dans la Ligue nationale, ça prend quand même un physique. C'est très, très rare, les gardiens de but dans le national en bas de 6 pieds 2, 6 pieds 3 maintenant. Là. Wow, OK. Mais je te dirais que l'aspect fondamental, on en a parlé tantôt, c'est tout ce qui c'est l'aspect mental. C'est l'aspect, tu sais, ça prend du hockey sense, ça prend de l'intelligence en jeu, ça c'est sûr. Tu sais, ça prend tout ça, mais je te dirais que, tu sais, l'intelligence en jeu, le caractère, la capacité à jouer, tu sais, à performer à haut niveau, en situation de pression. Mhm, Je ne veux pas nécessairement se répéter ce qu'on a dit tantôt parce que c'est essentiellement ça. mhm, Je ne sais pas en pourcentage c'est quoi, mais c'est une grande partie. Ce qui est dans la tête d'un gardien de but, l'intelligence en jeu, capacité à jouer sous pression, gestion des émotions, c'est une grande, grande partie d'être un gardien de but. mhm. Ouais. Tu sais, quand toi, tu jouais, t'as comme pas eu le choix d'apprendre à les contrôler, ces émotions-là, à vivre sous la pression, à vivre dans des moments de stress énormes. J'ai vu un clip passer de Montembeault qui avait, tu sais, qui connaissait tous les tape jobs des joueurs, puis Ouais. je sais pas si tu l'avais vu passer, mais tu sais, il connaissait Ouais. tu sais, les côtés des joueurs, il était gaucher ou droitier, il connaissait tous les tape jobs. Mais moi, ça me fait penser à toi, et je me suis dit, est-ce que toi, tu avais une habitude, tu avais un skills qui donnait un avantage compétitif? Ben, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que ce que Sam m'a dit, là, je me reconnais à 100% là-dedans. Moi, je peux te dire, de 93 à 2008, dans les 15 ans que j'ai joué, je peux te dire, n'importe quel joueur qui a dit, on va dire plus que, mettons, 20 minutes, là, n'importe quel joueur qui a joué un certain nombre de matchs, là, je peux te dire s'il était gaucher ou droitier, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et puis, moi, quand je connaissais dans ma préparation de match, là, euh, tu sais, j'apprenais à titre d'exemple, les trios adverses, Mhm. les paires de défense adverses, puis les power play, c'est sûr, évidemment. Puis, fait que je savais que, mettons, je sais pas moi, tu sais, je vais donner un exemple contemporain, mettons, Suzuki, Caulfield et puis Texier, là. Tu as deux droitiers puis un gaucher dans le trio. Fait que je savais que, à titre d'exemple, si c'est le trio de Suzuki qui est sur la glace, puis je sais que, mettons, à ma droite, Suzuki et Caulfield, les deux sont dans le coin. Fait que je sais que le troisième homme dans l'enclave, c'est un gaucher. Tu sais, je sais que c'est Texier. Fait que je sais que si on perd possession de la rondelle dans le coin, puis qu'il y a une situation de tir sur réception dans l'enclave, je sais que c'est un gaucher. Je sais que c'est un tir dangereux. Mhm. Tandis que si, à titre d'exemple, c'est le contraire, si le jeu est à ma gauche, donc du côté de ma mitaine, puis c'est Caulfield puis Suzuki qui est dans le coin, puis que momentanément on perd la rondelle, puis que la rondelle se ramasse à Texier dans l'enclave, ben, je sais que c'est un peu moins dangereux parce que on n'est pas en situation de tir sur réception. Tu me suis, là? Ouais, ouais, Puis ouais. en avantage numérique, même affaire. Tu sais, je sais que si, mettons, un tel est là, tu sais, je sais que, mettons, si Caulfield est à ma droite, fait que je sais que si la rondelle se ramasse à lui, ben lui est en situation de tir sur réception. Tandis que si Caulfield est à gauche, ben, il n'est pas en situation. Tu sais, comme, mettons, Suzuki va jouer à gauche, souvent. Mhm. Fait que je sais que lui est dangereux parce que c'est un bon passeur, mais il n'est pas dangereux parce qu'il n'est pas en situation de tir sur réception. Fait que, tu sais, c'est important pour un gardien de but. Quand je parlais de préparation mentale, je parlais de gestion du match. Tu sais, tu sais, quand tu arrives à 18 ans et tu shakes dans tes culottes, tu sais, tu penses pas à ça. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend un certain temps à assimiler plein, plein de choses. Mais qu'est-ce que ça m'a dit? Puis tu vas parler à bien des gardiens de but, ils vont dire la même affaire. Là. Fait que
Pour moi, c'est un des éléments que moi, j'ai inculqué dans ma game, là. C'est fondamental de savoir ces choses-là. Hey, c'est vraiment hot, sérieusement. Le, je pense que c'est avec l'expérience aussi. Tu sais, comme tu dis, à 18 ans, Ouais. tu penses pas à ça, juste de vivre le moment, c'est déjà pas mal. Mais avec Ouais. l'expérience, tout ça, tu sais, à un moment donné aussi, c'est que la vitesse du jeu, tu t'habitues aussi, tu pognes ton pace, là. Mais Ouais. c'est hot. Exact. C'est. T'avais le numéro 41 pour ben, Ouais. dans toutes les équipes que tu joues, à part une, je pense. Ouais. Pourquoi le Bon, numéro 41? ben, écoute, quand je suis arrivé, dans mon hockey mineur, au moins Bantam, là, j'avais le 41. Parce que tu sais, mettons, les numéros, c'était entre 20 et 41. Tu avais t'avais trois chandails de gardien de but. Tu avais 39, 40, 41. OK, mettons, de OK. 20 à 38, c'était des chandails de joueurs. Puis de 39, 40, 41, c'était des chandails de gardien de but. Fait que là, je me souviens, Bantam 2, j'avais 41. Là, quand je suis arrivé, Midget 3A, il l'avait pas. Fait que j'avais passé 31. Là, quand je suis arrivé à Trois-Rivières, 31 était pris. Peu importe, mais là, oui, il était pris, je pense. Fait que là, ils m'ont donné le 35. Bon, là, je vais prendre le 35. Fait que toute ma carrière junior, j'ai eu le 35. Puis quand je suis arrivé à Québec, c'était Stéphane Fizet qui avait le numéro 35. Et puis, donc, le 35 était pris. On était trois gardiens de but à l'époque. Il y avait moi, Stéphane Fizet et Jacques Cloutier, que c'était sa Mhm. dernière année dans la Ligue. Moi, j'avais le 30, Stéphane avait le 35. De mémoire, si Jacques avait le 31. Puis là, je dis, bon, quel numéro tu veux? Ben, de mémoire, le dernier numéro que j'avais eu, c'était 41. Fait que j'ai moi le 41. Fait que j'ai eu le 41. Puis là, par la suite, c'est devenu un peu un gardien, un chandail, pas un chandail, mais c'est devenu de plus en plus un numéro de gardien de but. Parce que tu en as eu plusieurs après ça qui ont eu le Mhm. 41. Là, tu sais, pense à tu as eu Eric Fichaud, tu as eu Yaroslav Alak, là, pour ceux qui Mhm. se souviennent du Canadien de Montréal, tu as eu Craig Anderson, Mike Smith. C'est encore des gardiens de but comme le numéro 41, mais c'est ça. C'est le numéro que j'avais dans le Bantam à l'époque. T'as aussi porté les couleurs du Canadien de Montréal. C'est quoi le Oui. feeling de Québécois de jouer pour le Canadien de Montréal? Ben écoute, pour moi, c'était l'équipe préférée de mon enfance. J'ai grandi en étant un fan fini du Canadien de Montréal. J'ai eu deux Coupes Stanley, 86-93. Puis ils ont eu des bonnes équipes en 86 et 93 aussi. Ils n'ont pas gagné la Coupe nécessairement toutes les années, mais il y avait des bonnes équipes. Alors, de jouer, de porter le chandail, tu sais, de l'équipe, mon équipe de jeunesse, c'était incroyable. Puis à ce moment-là aussi, j'ai eu la chance de jouer la dernière année dans le Forum de Montréal. La fois que j'ai Hmm. joué ma première année à Montréal, c'est l'année où on a fermé le Forum, puis on a ouvert le centre, Centre Bell. ben, Centre Molson, Ouais. qui est maintenant le Centre Bell. Fait que de vivre ce moment-là, de jouer les derniers matchs dans l'ancien Forum, puis le nouvel Arena, tu sais, ça ajoute à l'expérience, ça, c'est sûr, là. Non. Le feeling doit être vraiment, vraiment cool. Est-ce que la fameuse pression médiatique des Québécois, on parle tout le temps de cette pression-là, ben, peut-être que les Ouais. joueurs le sentent pas. Je sais pas, moi je parle plus d'un côté fan des Canadiens. Est-ce que tu la sentais? Est-ce qu'il y avait ce côté-là de pression justement des fans de si tu performes pas, mais là c'est une nation complète là, que sur ton dos. Puis... Oui, ben, tu la sens. Un des éléments qui devient difficile dans un marché comme Montréal, comme dans d'autres marchés, dans d'autres sports aussi, là, c'est pas, tu sais, je sais pas moi, les carrières pour, je sais pas moi, les Packers de Green Bay ou pour d'autres, tu sais, c'est Mhm. pas plus facile non plus, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Alors, mais, à un moment donné, qu'est-ce qui est difficile pour un athlète à Montréal, comme dans d'autres sports, dans d'autres marchés, c'est d'être, tu sais, on dit en termes de hockey, never too high, never too low. En termes de Mhm. sport, never too high, never too low. C'est garder, rester focus sur. Tu sais, à un moment donné, quand ça va super bien, tu sais, tout le monde s'excite, là. Là, les gens ils te placent sur un piédestal, puis là, t'es la plus belle invention depuis le pain tranché. Puis là, à un moment donné, quand ça devient un peu plus difficile, ben là, t'es un moins que rien. Puis finalement, la réponse, c'est probablement entre les deux, là. T'es jamais vraiment. Comme mon expression dit, t'es jamais aussi bon que le monde dit, t'es jamais aussi mauvais que le monde dise, là. Fait que, avec tout le bruit médiatique qu'on à Montréal, dans un marché comme Montréal, mais comme athlète, c'est pas évident de trouver cette zone cette zone-là, là, tu sais.
Surtout quand tu es un jeune joueur. Puis ton environnement aussi aide pas. Puis là, maintenant, les médias sociaux. Fait que, tu sais, c'est tough avec les médias sociaux maintenant de rester dans cette zone-là. Là. Puis tes parents, tes amis. Puis là, tu sais, je veux dire, t'as bien beau dire, moi, je me désabonne des médias sociaux puis tout ça, mais tu sais, tes amis, tes parents, tu sais, eux autres, ils sont sur les médias sociaux. Là, Mhm. fait que les autres, ça paraît dans leur face là, que tu te fais ramasser là, par tout le monde depuis 2 semaines. Tu sais, fait que ça, c'est ça qui est difficile, à mon avis, dans un marché comme ici. Mhm. Non, ça, c'est sûr que ce côté-là doit être quand même intense, mais je sais pas, c'est dur à dire de. Tu sais, j'avais des athlètes professionnels, moi, qui me disaient que durant la saison, eux, c'est zéro réseaux Ouais, sociaux. C'est zéro, ils coupent ça toute la saison. Ils veulent pas se laisser déconcentrer par ça. Ça, ouais, c'est une façon de travailler comme d'autres. ouais. Mais c'est sûr, moi, c'était plus dans le. C'est sûr que ce côté-là, j'en parlais plus parce que, tu sais, c'est qui ne connaît pas, puis qui, tu sais, tout le monde est au courant un peu minimum du Canadien de Montréal, même si, tu sais, t'écoutes pas le hockey, tu sais. Exact. Fait Tu sais, non, mais c'est ça. Puis moi, quand j'ai joué, il n'y avait pas de médias sociaux. Fait que, tu sais, que. Mhm, à la fin de ma carrière, oui, mais tu sais, pas à Montréal, il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, tu avais, les médias traditionnels, mais c'était pas mal tout. Mais tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, Carey Price avait dit dans ses dernières années à Montréal, tu sais, il avait joué un match hors concours au début de saison, puis l'équipe n'avait pas tellement bien performé, puis lui non plus. Puis, tu sais, après le match, il avait dit, tu sais, chill out, là, tu sais, c'est un match hors concours, puis là, venez, on ne verra pas fou, là. Puis, là, il avait été critiqué par ça, tu sais, chill out, mais tu sais, il avait raison, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'était un match hors concours au mhm, mois de septembre, là. Tu sais, on se calme le pompon, là. Mais, euh, mais c'est ça, cette zone-là, comme tu dis, de tranquillité d'esprit, tu sais, tu sais, d'ignorer le bruit, là, et c'est pas facile. Tu sais, c'est facile à dire, là, mais c'est pas facile à atteindre dans un marché comme ici. mhm. Non, 100%. Le, tu sais, aussi, il faut pas oublier que les médias ils ont tendance à pousser un peu plus, tu sais, tu veux pas, c'est leur job là, de faire ça, tu sais, mais ça doit être tellement intéressant d'avoir un peu ta vision à tout, dans le sens que, tu sais, quand les gars, ils parlent de même, tu vois des choses que les gens voient pas, là. Tu as joué à la game, tu Ouais, comprends la game plus que ben du ouais. monde, fait que c'est sûr que sur certains aspects, tu dois être pas mal plus Ouais. à l'aise de ce côté-là. T'as-tu des histoires un peu de chambre, des petites histoires comiques, mettons, qui t'ont marqué dans ces années-là dans la NHL? Ben, écoute, les histoires de chambre, Qui se comptent, bien sûr. ben non, mais c'est sûr, tu sais, mais moi, je me souviens, mes premières années dans la ligue, tu sais, il y avait des joueurs qui fumaient. Mm. Fait que, tu sais, Ouais, ça c'est tu voyais les joueurs sortir de la chambre, aller s'allumer une cigarette dans le corridor. Dans la Ligue nationale, tu sais, ça faisait. Au début, ça faisait drôle, là, ça faisait drôle de voir ça. On avait un défenseur à Chicago que, tu sais, lui, c'était un sixième défenseur. Puis, tu sais, lui, c'était vraiment garder ça simple. Tu sais, lui, c'était. Puis, il comprenait son rôle. Tu sais, il jouait du désavantage numérique. Et puis, c'est un peu un genre de. Je vais dire un Jaden Struble, tu sais, un défenseur vraiment, tu sais, avec un rôle, pas de power play, ces choses-là. Mhm. Puis, tu sais, souvent, lui, souvent dans la zone défensive, tu sais, souvent, il sortait la rondelle par la baie vitrée. Tu sais, souvent, c'est. Puis, à un moment donné, on avait un joueur russe à l'époque. Lui, c'est un joueur vraiment, un de nos meilleurs joueurs. Puis, un joueur de skills. C'est vraiment un joueur d'habileté, un peu comme David Davidov, un peu. Là. C'est un Mhm. russe d'ailleurs. Là. Puis, à un moment donné, il était rentré dans la chambre avec une mythe de baseball. Puis, il disait, hey, je vais juste aller me chercher une mythe pour pogner tes passes, là, tu sais, parce que tes passes sont toujours à hauteur de ma face. Tu sais. Fait que c'est le genre d'affaires qui. Tu sais, je pourrais t'en compter plein. Tu sais, à un moment donné, on avait un joueur à Chicago. Il mesure comme 5 et 7, tu sais, puis il était petit, assez. Je ne sais pas sa longueur de pied, là, mais tu sais, il y avait vraiment des petits patins. Là, tu sais. Puis à un moment donné, il y en avait un joueur, Doug Gilmour, qui était à la fin de carrière. Tu sais, puis à un moment donné, lui, c'était un joueur de tour. Là. Fait que lui, il arrive dans la chambre, puis il y avait un petit gars, genre de 4 ans. Là. Puis il arrive dans la chambre, puis il avait enlevé les patins du joueur en question, puis il avait mis les patins de son gars. Genre, il était comme long de Ah. même. Fait que, tu sais, c'est plus que je pourrais t'en compter jusqu'à demain, mais souvent, les gars vont se faire des coups. Euh, c'est le fun, tu sais. Mhm. C'est un peu ce qui te manque quand tu finis de faire du sport de haut niveau. Tu sais, c'est le vestiaire, la chambre, les anecdotes, le fun que tu as avec tes coéquipiers au quotidien. Là, c'est ce qui te manque un peu à la fin de ta carrière. Là. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que la NHL t'a permis d'apprendre sur toi? Ben, comme on disait tantôt,
d'aller au bout de ton potentiel, d'apprendre à délire de l'adversité, puis la constance. Tu sais, moi, d'être un professionnel. Tu sais, quand j'ai travaillé, j'ai coaché junior majeur, j'ai été dirigeant, je travaille avec des jeunes, puis tu sais, je te dirais que la Ligue nationale m'a appris ça. C'est quoi être un professionnel? Tu sais, être un professionnel, c'est de te lever à tous les matins, puis, puis- puis de donner le meilleur de toi-même à tous les jours. Puis de faire un effort conscient, de donner. Tu sais, tu peux pas être à ton meilleur tous les jours, là, c'est impossible, ça se peut pas, ça. Mais de prendre sérieusement chaque jour comme étant un match, une journée de faire ta job. Tu Mhm. sais. Puis je disais souvent aux jeunes que j'ai coachés ou que j'ai dirigés, tu sais, puis c'est un peu ça le junior, puis la ligne américaine, c'est un peu ça le processus, c'est d'apprendre à mettre tes bottes de travail tous les jours. C'est ça que la Ligue nationale m'a apporté, tu sais. Puis être un pro, c'est ça, tu sais, tu vas consulter un avocat, un comptable, tu vas aller voir un spectacle de musique, tu sais, tu vas aller voir, je sais pas moi, un band à Montréal, puis, tu sais, le chanteur, ça ne tente pas ce soir-là, là. Mais ça marche pas, là. Tu as une Mhm. performance à livrer, tu sais, tu vas voir un médecin, tu te fais opérer d'un genou, puis même si le médecin, tu sais, sa femme l'a laissé la veille, ou je sais pas, moi, il a appris que son père, il a eu le cancer le matin, ou je dis n'importe quoi, ou il a appris lui-même que, tu sais, peu importe, mais lui, il a une performance à donner, il a une opération au genou à faire ce jour-là, puis il peut pas en manquer, tu sais, il faut qu'il donne le meilleur de soi-même. Fait que la Ligue nationale m'a appris ça. D'être un pro, c'est te lever le matin, puis d'aborder ta journée sérieusement, euh, day in, day out. C'est ça, Mhm. la Ligue nationale. Parce que si tu le fais pas, il y a quelqu'un qui va prendre ta job, ça sera pas trop long, là. Fait que c'est véritablement la leçon que ce ligue-là m'a appris. Ouais. Mhm. Merci d'avoir partagé ça. C'est une belle façon de l'amener. C'est la première fois que t'es la première personne qui me l'amène de cette façon-là. De OK? d'être un professionnel. Puis la façon dont tu le définis aussi, c'est bon. La compétition arrive vite. Puis ça, dans tous les aspects de la vie, tu sais. J'écoutais une Exact. entrevue, tu sais, moi je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat, j'écoute beaucoup de ça, puis tu sais, j'ai écouté Mark Cuban qui disait que, Mark Cuban qui est un entrepreneur américain, qui disait, tu sais, je pense tout le temps à ma compétition. Il faut tout le temps qu'il y ait tout le temps là, et tout le temps là dans ma tête. Parce que je peux pas me permettre de pas les écouter parce qu'ils vont me rattraper, tu sais. Fait que, Ben, t'as raison. Tu sais, puis tu sais, c'est le fun de voir que tu as une curiosité pour l'entrepreneuriat puis pour ces réflexions-là. Puis c'est tellement vrai. C'est vrai dans tout. Tu sais, autant au niveau personnel qu'au niveau organisationnel. Tu sais, puis on le voit, là, tu sais, je ne veux pas aller trop loin dans cette avenue-là, mais c'est souvent, on voit dans les organisations publiques, ces choses-là, où ils ont des structures très lourdes, très peu agiles. Puis à un moment donné, le privé arrive, puis tu sais, à un moment donné, ça ne suit pas, là, tu sais, mhm, parce que quand il y a des situations de monopole, quand il y a des situations de confort, pour plein de raisons, mais l'esprit de survie qu'un entrepreneur doit avoir des in, des out, ben, quand tu ne l'as pas, ou quand une organisation n'a pas tu sais, une compagnie, tu sais, qui n'offre pas, à un moment donné, c'est qu'elle n'a pas le réflexe d'avoir à innover à tous les jours, mais tôt ou tard, tu vas payer pour. Fait que ça, Puis il y a plein d'entrepreneurs qui sont bien meilleurs que moi puis qui ont fait bien plus de grandes choses que moi dans la vie, mais il n'y a aucun doute que cet élément-là, c'est central dans le thinking d'un entrepreneur, ça c'est sûr. mhm. Puis, tu sais, un meilleur exemple que je peux donner personnellement, c'est que, tu sais, depuis que j'ai le podcast, depuis que j'ai lancé mes projets aussi, en étant à l'université, maintenant, tout ce que je fais, ben, j'analyse tout ce qui se passe devant moi. Je vois un podcast, j'analyse comment il le fait au complet. OK, qu'est-ce que C'est moi ça. je peux faire? Quel genre de C'est ça. questions qu'il pose? C'est quoi le montage qu'il fait? J'analyse tout, tout, Oui, tout, tout, parce que moi, de mon bord, je veux juste être meilleur puis continuer à donner du bon contenu ou encore à développer un produit qui est encore meilleur. C'est ça le but, tu sais. Fait que, c'est ça. Ben écoute, c'est les conditions, ces conditions sont réunies pour que ça fonctionne parce que mhm, c'est la bonne approche à mon avis. mhm. 80% des athlètes professionnels, quand ils prennent leur retraite, ils perdent ou deviennent en difficulté financière ou font faillite. Dans ton cas, tu as décidé de le réinvestir. En 2012, tu achètes le Phoenix de Sherbrooke. C'était quoi l'histoire derrière l'obtention du Phoenix?
C'est parti d'une volonté à l'époque. On avait Bernard Sévigny qui était maire à l'époque à Sherbrooke. Il avait dit hockey senior, le hockey junior majeur avait quitté la région en 2002, je pense à peu près là, pour Lewiston. C'est un peu comme les Expos, là, l'équipe Mhm. avait quitté vers les États-Unis. Alors à ce moment-là, à la mairie de Sherbrooke, il y avait une volonté de ramener du hockey junior à Sherbrooke. Et puis, on m'avait demandé, d'un, mon opinion, puis on m'avait demandé si j'étais pas en mesure de mettre un groupe d'investisseurs ensemble sur pied pour ramener une équipe de hockey junior à Sherbrooke. Alors, c'est à ce moment-là, ça, c'est vers 2010 à peu près, où on a commencé tranquillement, pas vite, à travailler sur le dossier. Puis finalement, pour aboutir à une équipe en 2012 à Sherbrooke. Mais à ce moment-là, on a mis sur pied un groupe d'investisseurs. On est 8 investisseurs depuis les tout débuts au niveau de l'équipe. Alors, on a mis un montant d'argent dans l'équipe là-dedans. Puis depuis ce temps-là, on opère cette franchise-là depuis 2012. Puis c'est ça. Mais moi, quand j'ai fini ma carrière, tu sais, à un moment donné, on cherche un peu tout le monde, là, tu sais, puis j'avais deux intérêts, le sport puis les affaires. Et puis Mhm. à un moment donné, ma femme elle me disait, tu sais, pourquoi tu regardes pas les choses justement dans le sport, puis comment tu peux investir dans ce qui est relié au sport. Et fait que le Phoenix est un projet qui est arrivé à ce moment-là. Puis aussi, une autre personne m'avait dit, euh, tu sais, pourquoi tu ne redonnes pas dans le sport? Pourquoi tu ne redonnes pas aux jeunes? Parce que tu as tellement vécu d'expérience, c'est pourquoi que tu ne t'impliques pas d'une façon ou d'une autre dans les jeunes. Tu sais, fait Mhm. que ça m'a toujours resté dans la tête. Fait que le projet du Phoenix fitait, tu me permets l'expression, Mhm. dans l'orientation que je m'étais donnée à ce moment-là. Puis le projet du complexe sportif CBOGM aussi est arrivé. À un moment donné, il y avait un manque. La ville de Sherbrooke avait fait une étude de ben, euh, je ne vais pas dire une étude de marché, mais il avait fait un rapport là, sur l'État, on va le dire comme ça, un plan directeur sur les infrastructures sportives ici à Sherbrooke. Puis c'était clair qu'au niveau des arénas, eh bien, il en manquait. Alors, en quelque sorte, ce document-là a constitué notre étude de marché pour participer à l'effort, puis écouter, ben, d'autres, on est intéressé par en bâtir une arena. Fait que c'est un peu la façon que ces deux projets-là sont arrivés. Puis c'est comme ça, depuis ce temps-là, ben, je suis partie prenante dans ces deux aventures-là. Puis c'est vraiment les deux projets qui ont. Tu sais, j'ai fait plein de choses dans the side, mais ces deux projets-là qui ont défini mon carrière depuis 2010, 11, 12. Mhm. Non, vraiment hot, sérieusement, c'est très inspirant. Avec le Phoenix de Sherbrooke, qu'est-ce qu'on cherche à développer chez les joueurs? Ben, ben, on a une culture d'équipe qui est bien définie. C'est une culture de programme. Souvent, dans le football, tu sais, ça existe beaucoup. Dans le sport scolaire, tu sais, on prend des programmes américains ou tu sais, peu importe. Les, les programmes qui ont du succès, puis même au niveau professionnel, les programmes qui ont du succès, c'est où il y a des cultures euh, d'excellence qui sont bien implantées. Quand je parle de culture, c'est les valeurs de respect, tu sais, d'excellence. Les valeurs d'excellence, Mhm. c'est l'effort, tu sais, c'est le respect, écoute, ben, l'excellence, c'est un engagement de 24 heures sur 24. Tu sais. Alors, nous, on a établi une culture d'organisation, on a établi des standards. Euh, oui, on veut gagner des matchs, mais c'est pas ça qui est le plus important. L'idée, c'est d'établir une culture d'excellence pour permettre justement à nos joueurs de grandir dans ces cultures d'excellence-là. C'est-à-dire que, tu sais, si un joueur arrive à Sherbrooke, on veut qu'il apprenne à s'entraîner comme un pro, on veut qu'il apprenne à aller à l'école de façon sérieuse, on veut qu'il apprenne à s'alimenter comme un pro. Tu sais, on parlait d'être un Mhm. professionnel tantôt, là, mais ce qu'on veut amener aux joueurs, c'est de bâtir pas nécessairement des joueurs professionnels, mais des individus qui vont devenir des bons professionnels, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des policiers, que ce soit des avocats, des comptables, des joueurs de hockey professionnels, peu importe. Fait que c'est ça qu'on veut amener aux joueurs à Sherbrooke. Alors, c'est de développer ces outils-là pour qu'ils deviennent ben, des joueurs qui doivent être là. Pas les joueurs, mais seulement des individus qui doivent être pour la Mhm. suite. Les équiper comme ça. Mhm. Je pense que vous êtes bien entouré, puis c'est le fun de voir ça. Je pense que vous faites aussi une très bonne job côté fan. Moi, j'aime ça aller voir le Phoenix. C'est tout le temps un bon vibe, c'est cool. Je vais au moins quelques fois par année. Je trouve ça
très plaisant d'aller là-bas. Je le conseille. S'il y avait des personnes qui sont en Oui, région, qui veulent venir, moi, je le conseille totalement. En finissant, tu as merci. été chez Hockey Québec. Tu as été Ouais. directeur là-bas, directeur général. C'était quoi exactement ton rôle quand tu as décidé de rentrer chez Hockey Québec? Ouais. Ben, directeur général, j'étais somme toute le premier dirigeant de l'organisation. Évidemment, je relevais du conseil d'administration. Mais évidemment que dans mes responsabilités, ben, je gérais un bureau d'une vingtaine d'employés à Montréal. Mais j'étais responsable aussi, bien évidemment, du déploiement des opérations de hockey dans le hockey mineur, on va le dire comme ça, euh, au Québec. Alors, c'est essentiellement ça. Alors, j'ai fait ça pendant. J'avais un mandat de 5 ans. Mhm. Malheureusement, après 2 ans et demi, j'ai quitté mon poste, puis c'est très, très rare c'est une des rares fois que j'ai abandonné un projet avant la fin. La raison est bien simple. Euh, euh, j'ai, comme dirigeant d'entreprise ou d'organisation, euh, je crois beaucoup à l'imputabilité. Je crois beaucoup, tu sais, quand tu es quand tu sièges, quand tu es un officier, un dirigeant d'organisation, faut pas que tu prennes à la légère tes responsabilités, tes obligations qui viennent avec ces rôles-là. Mhm. Et puis moi, j'étais très inconfortable avec le niveau de responsabilité et d'imputabilité que j'avais, que je ressentais, ne correspondait pas au niveau avec les leviers, avec les leviers que je pouvais disposer comme dirigeant. Je trouvais que j'étais très, très, très exposé. Je contrôlais à peu près rien. J'étais très exposé à peu près à tout comme dirigeant. Et je n'étais pas confortable avec cette situation-là. Tu sais, je ramène ça à mettons, à une entreprise plus petite. Mettons, c'est comme si, un petit exemple, au complexe sportif Thibaut GM, tu sais, je suis responsable, tu sais, d'une entité, d'une corporation, d'une entreprise. Et puis, tu sais, les gens qui sont membres de mon organisation font plein de choses que, tu sais, je sais pas ce qu'ils font, tu sais, je sais pas à quelle heure qu'ils rentrent, je sais pas ce qu'ils, tu sais, je sais pas ce qu'ils font, j'ai pas de contrôle, tu sais, j'ai pas d'idée. Là, j'en ai un qui est rentré, puis là, je deal avec cette situation-là, mais j'avais pas, à mon avis, j'étais pas à l'aise avec c'est ça, les responsabilités que j'avais ne correspondaient pas avec les leviers que j'avais. Puis moi, je voulais pas continuer à me mettre dans cette situation-là. Alors, je me suis retiré. Et pour mon bien. Euh, Puis aussi parce que ça ne correspondait pas avec mes valeurs Mhm. d'entrepreneur, puis mes valeurs de personne, puis en affaires. Moi, quand tu es responsable et imputable d'une structure, même si tu as le droit d'avoir une structure qui est en conséquence de ton niveau d'imputabilité, à mon avis. Mhm. Puis aussi, il y en a qui disent que souvent en affaires, si tu veux rester toi-même, c'est pas d'aller où est-ce que. C'est pas d'aller contre tes valeurs. C'est pas d'investir dans des Exact. choses qui te rejoignent pas toi-même. Moi, je respecte ça. Puis je trouve que tu sais, c'est autant bon pour toi, mais pour eux aussi. Parce que ça veut dire probablement que Ouais. si tu avais continué, tu n'aurais pas été autant impliqué que tu aurais dû l'être. Fait que, tu sais, c'est très respectable pour vrai. Tu es revenu comme consultant. J'ai Ouais. vu que, en fait, j'ai envie de te laisser parler là-dessus. Qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? C'est quoi le mandat que tu as en ce moment? J'ai vu que c'est un gros projet que vous aviez en ce moment Oui. en tête. Rapidement, Oui. si tu pouvais me le décrire. Oui. Oui, ben, tout à fait. Dans le fond, le développement d'un joueur ou d'une joueuse de hockey, puis comme dans n'importe quel athlète, c'est un peu une chaîne de montage. Tu sais, as vraiment le volet initiation puis qui t'amène jusqu'au niveau d'excellence. Euh, L'idée au Québec, justement, on a un système, on a beaucoup de gens de hockey qui ont beaucoup de compétences. On a un système qui est très décentralisé, qui est très complexe, à plein d'égards, pour plein de raisons, puis je ne veux pas nécessairement aller là ce matin, aujourd'hui, mais en gros, le mandat qu'Hockey Québec m'a donné, c'est de revoir le modèle de développement de l'excellence ici au Québec. C'est-à-dire, bon, est-ce que le, 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 la- le 7-13 ans, autrement dit, ou la période névralgique d'acquisition d'habiletés de base, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est sur la coche? Est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment? Tu sais, à titre d'exemple aussi, le 14-18, tu sais, à titre d'exemple,
la période de spécialisation d'un joueur, d'une joueuse. Tu sais, on a des choses en place, on a des programmes sport-études, on a des Ligue Midget 3A, on a du junior majeur. Donc, c'est de revoir est-ce que est-ce que les cahiers de charges tu sais, qu'on donne à nos développeurs sont bons? Est-ce qu'on fait trop est-ce que la séquence de développement est bonne? Est-ce que à 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, est-ce que l'offre de service pour nos jeunes joueurs, joueuses est bonne? Est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce que ce qu'on fait est bon? Est-ce qu'il faut porter des ajustements? Fait essentiellement, c'est de réfléchir, là, c'est porter un regard Mhm. là-dessus, puis proposer des ajustements, des modifications à notre programme de développement de l'excellence, en collaboration avec, comme je te disais tantôt, la Ligue Magic 3, Géant majeur, ainsi de suite. Fait que, essentiellement, c'est ça. Fait que pour moi, j'ai eu un mandat de 18 à 24 mois. Là-dessus, c'est dans un premier temps, c'est bien évaluer ce qu'on fait. Euh, Aussi, évaluer ce que d'autres fédérations internationales font, ce que d'autres pays font, ce que d'autres provinces font. Fait qu'il y a il y a une séquence de benchmarking, une séquence de Mhm. balisage aussi dans mon projet, dans mon mandat. Puis travailler aussi avec des spécialistes. Tu sais, il y a des spécialistes aussi en développement de l'athlète en hockey avec lesquels Québec collabore depuis un certain nombre d'années. Fait que c'est de travailler avec des universitaires, avec des gens de hockey, avec des agents, avec des gens qui sont impliqués, des acteurs du milieu pour arriver avec un modèle de développement qui est amélioré. Essentiellement, c'est ça qui est mon mandat. Et je passe à peu près 18 à 24 mois pour le faire. C'est vraiment hot. Surtout que l'impact que tu peux avoir sur tellement de jeunes, c'est fou. Tu sais, le développement des athlètes, c'est hyper important, surtout sur le côté mental, mais aussi sur le côté du sport, tout ça, de Ouais. s'impliquer, de faire partie d'un groupe. C'est hyper important. Je trouve Ouais. ça, c'est un beau projet. Je vous encourage, je trouve ça vraiment le fun. En finissant, mon cher Jocelyn Thibault, si tu avais un conseil à donner à un jeune de 18 ans qui rêve grand, Ouais. ça serait quoi? Dans n'importe quel domaine, je te dirais, écoute, ça revient à ce qu'on disait tantôt. D'un, c'est croire à ses rêves, en tout cas dans ce que tu veux faire dans la vie, là. De ne pas se mettre de limites. Et puis, mais pas, mais pas d'aborder ce projet de vie-là avec des lunettes roses. Tu sais, c'est de regarder, tu sais, de think big, là, de rêver big. Pour moi, ça, c'est à la base, à mon avis, de toute personne, là. Tu sais, tout le monde devrait se fixer des objectifs ambitieux, euh, mais aussi, il faut que tu sois en mesure de regarder de, embrace the challenge, mais tu sais, d'accepter, euh, puis d'embarquer de face, d'accepter de face ce qui s'en vient devant toi. Tu sais, autant les bonnes affaires que les moins bonnes. Euh, c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est d'accepter de mettre les efforts et le commitment nécessaire pour y arriver. Tu sais, moi, Mhm. quelqu'un qui me dit, moi, je veux faire telle affaire, mais je suis pas prêt à mettre les efforts, c'est un rêve. Là. Tu sais, moi, mais c'est de rêver, euh, d'être ambitieux dans ton rêve, m- mais d'être engagé dans le commitment. Pour moi, là, à la base, c'est ça le conseil que je donnerais euh, à tout jeune qui voudra faire quoi que ce soit dans la vie, que ce soit entrepreneur, médecin, avocat, athlète professionnel. C'est ça. Think big, mais engage-toi. Engage-toi dans le processus. Euh, Puis engage-toi dans le vent de face que tu vas avoir. Puis, j'ai rien de plus intelligent ou différent de ça à dire. À mon avis, c'est ça la recette. Bien tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité aujourd'hui, Jocelyn Thibault. Merci d'avoir participé. C'est très apprécié. J'ai beaucoup aimé notre discussion aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, encore une fois. Longue vie à ton podcast. Bon succès dans tes projets, William. Et puis, ben, salutations à tout le monde. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.